Entre l'équateur et le tropique du Capricorne, l'Amérique du Sud s'élargit loin dans l'Atlantique pour contenir le Brésil, le 5e pays du monde par la superficie. L'immense territoire occupe presque la moitié du continent sud-américain en couvrant un espace 13 fois plus étendu que la France. Capitale, Brasilia, mais depuis 1960 seulement. Auparavant, le gouvernement siégeait sur la côte, à Rio de Janeiro. Au sommet du Corcovado, la statue du Christ Rédempteur dresse ses 40 mètres au-dessus de la ville. À 700 mètres d'altitude, le regard enveloppe la baie dont les Portugais pensèrent en arrivant qu'elle était l'embouchure d'un rio, un fleuve. Les conquérants furent émerveillés devant un paysage ponctué de collines taillées en pain de sucre par l'érosion. C'était un jour de janvier, au tout début du XVIe siècle. Les plages mythiques de Copacabana et d'Ipanema bordent la cité surnommée à juste titre la ville merveilleuse, mais dont le développement est entravé par le relief. Les bâtiments doivent prendre de la hauteur pour loger les 10 à 12 millions d'habitants qu'abrite la grande agglomération de Rio. Les Cariocas, les habitants de Rio, adorent leurs plages, mais apprécient aussi les quelques espaces que la ville a concédés à la nature. Une nature spontanée, joliment encadrée dans un jardin botanique créé il y a 2 siècles. Ce goût pour l'authentique se retrouve dans les churrascarias, où l'on ne consomme que de la viande de bœuf marinée et grillée à la broche. Les sensations sont fortes la nuit à Rio de Janeiro, une ville qui ouvre la marche et donne le rythme à tout le Brésil. Parmi les 5 régions qui composent le pays, le Nord-Est jette un ponton naturel sur l'océan où ont débarqué les premiers esclaves en provenance d'Afrique. Les traditions populaires demeurent ici plus vivantes qu'ailleurs. Il en est une qui fut longtemps interdite. Elle s'exprime en musique et en souplesse à travers des figures acrobatiques, la capoeira. La capoeira est arrivée au Brésil en 1624. Venue d'Angola, où elle était un redoutable sport de combat, elle a pris la forme d'une danse. Cela a permis aux esclaves noirs de préparer leur révolte sous couvert d'une activité ludique et musicale. Le mot capoeira est d'origine indienne et signifie « terrain déboisé qui renaît ». Située dans l'état de Bahia, Salvador fut la première capitale du Brésil et le resta plus de 2 siècles. Les Portugais créèrent la localité au milieu du XVIe siècle au sommet d'une colline stratégique et en quelques décennies, elle devint une des métropoles les plus actives et les plus prospères du Nouveau Monde. À Salvador de Bahia, le patrimoine architectural porte les traces d'une confortable réussite économique. Les nombreux édifices religieux confirment aussi la diffusion de la foi catholique au nom du Christ Salvador, le Christ Sauveur, dans un pays qui se considère toujours comme la première communauté catholique au monde. Par dizaines, les églises des XVIe et XVIIe siècles ont adopté les fioritures du baroque triomphant. Certaines sont couvertes du marbre qui servait de lest aux navires portugais rentrant d'Europe à vide. Le macumba, c'est-à-dire les pratiques religieuses d'origine africaine, cohabitent en harmonie totale avec la religion officielle. Les rythmes indolents et la douce nonchalance de l'Afrique sont bien marqués à Salvador de Bahia, sauf sur les terrains de football. Ce qui explique pourquoi les joueurs brésiliens sont parmi les meilleurs au monde. Devant la baie de Tous les Saints, la ville basse s'est étendue au niveau de la mer parce que la place manquait dans les quartiers originels, construits en hauteur pour se protéger des attaques des Indiens. La ville basse de Salvador doit une grande part de son animation à son port de pêche. Le poisson joue un rôle important dans la cuisine de Bahia, une cuisine à ce point inspirée qu'elle est réputée plaire aussi bien aux hommes qu'aux dieux.
Comme la pêche n'est pas tous les jours miraculeuse, les pêcheurs s'en remettent parfois au jeu. Sans doute espèrent-ils voir tourner la roue de la fortune en leur faveur, et très vite, regagner l'eau. À Salvador de Bahia, les ressources alimentaires ne viennent pas que de la mer. La terre prodigue aussi ses richesses et fournit en effet une quantité de fruits et légumes que l'on retrouve sur le carreau du très animé marché de São Joaquim. Dans la cohue, plusieurs produits occupent le haut du panier, comme un crabe noirâtre qui sera farci d'un mélange à base de farine de manioc. Les références occidentales sont explicites, mais la diversité des populations se vérifie par la provenance des espèces végétales. Celles-ci sont originaires de plusieurs continents. Les pommes de cajou avec leurs curieuses noix, les redoutables petits piments ou les cerises juteuses élargissent l'inventaire. Dans l'air flotte le parfum de l'huile de palme, un autre emprunt à l'Afrique qui intervient dans la plupart des plats à Bahia. La température de l'océan qui baigne Salvador est plus élevée qu'à Rio. Aussi, malgré les rouleaux, la baignade est possible. Tout ici rappelle l'Afrique, une certaine nonchalance, les innombrables petits commerces et bien sûr, la couleur de cette population afro-brésilienne dont les ancêtres sont arrivés poussés par le vent du large pour produire la canne à sucre. Le sol et le climat étaient favorables à la culture de la canne, grande consommatrice de main-d'œuvre. Près de la moitié des esclaves africains déportés sur le continent américain l'ont été au Brésil. L'esclavage ne fut aboli ici qu'à la fin du XIXe siècle. La plage de Barra, tout près du centre-ville, est gardée par le plus vieux fort de l'État de Bahia. Il veille sur la côte depuis la fin du XVIe siècle. L'empreinte du Portugal est omniprésente, sur les carreaux de faïence à dominante bleue, les azulejos, ou dans une architecture décalée, vestige d'une des premières colonies européennes établies sous les tropiques. Salvador de Bahia resta la première ville brésilienne pendant 3 siècles, mais elle accumula de telles richesses que la vie s'y relâcha rapidement. Ainsi, dès le XVIIe siècle, la cité était connue pour son goût immodéré de la fête. Aujourd'hui, le carnaval marque le point culminant de cette passion pour les réjouissances populaires. À Salvador, le carnaval appartient au peuple. Selon un proverbe, Salvador de tous les saints devient alors Salvador de tous les péchés. La nuit peut tomber. Les rythmes tiennent éveillés. Même en faisant preuve d'autorité, rien ne peut arrêter la fête. Après des heures de joie communicative, qu'importe si les Indiens menacent, l'heure est au repos du guerrier. Tous les États du Nord-Est possèdent un accès à la mer. Au nord, dans l'État du Ceará, la ville de Fortaleza forme un des principaux centres urbains de la région en regroupant près de 2,5 millions d'habitants.
Un théâtre, dont la structure en fonte remonte au début du XXe siècle, et un fort construit par les Hollandais au milieu du XVIIe, puis conquis par les Portugais quelques années plus tard, constitue à peu près le seul patrimoine historique de Fortaleza. Et quand un bâtiment présente un intérêt quelconque, une ancienne maison d'arrêt par exemple, l'esprit d'entreprise s'en empare. Un centre d'artisanat, en effet, expose ses dentelles et ses broderies dans les cellules de la prison désaffectée. La population de Fortaleza a doublé en 10 ans, principalement à cause de l'exode massif de petits paysans en provenance du Sertão, l'arrière-pays, ruiné par de terribles sécheresses. Ils se sont réfugiés dans la favela de Pirambu, sans doute le plus vaste bidonville de tout le Brésil. Ce bidonville étonne par son organisation communautaire et par son dynamisme créatif. De nombreux habitants ont retrouvé leur autonomie. Ils contribuent à la vie économique en valorisant leurs talents artisanaux ou les produits du terroir local. Grâce à leur travail, Fortaleza est devenue la capitale de l'artisanat de tout le Nord-Est, notamment pour ses sables colorés. Les sables décoratifs ne comportent pas de couleurs artificielles. Ils sont extraits dans les falaises de grès qui longent la plage de Morro Branco, à 80 km au sud de Fortaleza. Dans les anfractuosités ouvertes par le ruissellement des eaux de surface, les oxydes métalliques ont teinté le sable de tonalités improbables. On a dénombré une dizaine de nuances différentes, toutes exploitées par la palette d'artistes parfois très jeunes. Le long de la côte, d'immenses étendues de sable tapissent un territoire jadis couvert par la végétation. Les bouleversements climatiques ainsi que les sécheresses de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes ont accéléré le processus de désertification des terres à l'intérieur du Nord-Est. Les inquiétudes des spécialistes à cet égard semblent aujourd'hui, malheureusement, fondées. À bord de leur jangada, une embarcation légère d'origine indienne, les pêcheurs font du cabotage pour s'assurer les meilleures prises. Les techniques de pêche peuvent déconcerter, mais le plongeur n'hésite pas. Il se dirige vers la rive en direction d'un endroit qu'il a repéré. Il a tôt fait de saisir sa proie. Un crabe solitaire. Des méthodes rudimentaires et bien aléatoires sont utilisées pour améliorer l'ordinaire de pêcheurs soumis à des conditions de vie difficiles. Beaucoup, en effet, doivent abandonner une grosse partie de leur pêche pour payer l'usage de bateaux qui ne leur appartiennent pas. Les premiers colons portugais ne sont arrivés sur cette côte qu'au tout début du XVIIe siècle. Le mouvement de colonisation fut lent, car le Portugal n'était pas surpeuplé. Les Portugais ne croisèrent aucun obstacle entre les Açores et ce rivage, où l'aventure coloniale commençait à peine. Au large de l'état de Maranhão, sur l'île de São Luís, la ville du même nom est la seule qui ait été fondée par les Français au Brésil. Son nom fut choisi en l'honneur de Louis XIII. Mais les Portugais s'y installèrent peu après. Le cœur historique de la localité a bénéficié d'une restauration habile grâce à son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les tuiles patinées par le soleil et les embruns rappellent la douceur de vivre dans cette ville. Elle fut longtemps considérée comme l'Athènes du Brésil, pour la qualité et l'intensité de sa vie intellectuelle. Appliqués sur les façades, les azulejos s'inspirent d'une mode portugaise, bien qu'ils aient été fabriqués dans différents pays européens. Ces matériaux se sont révélés être une excellente protection contre l'humidité et la chaleur accablante. Les Brésiliens raffolent des couleurs vives. L'île de São Luís présente la plus forte amplitude de marée au Brésil, 7 mètres. La houle et le courant puissant rendent la baignade périlleuse, mais les plages à marée basse offrent un espace tellement large qu'il est ouvert à la circulation et à de multiples activités. Le climat est ici l'un des plus agréables du Brésil, car la chaleur est modérée par les vents alizés. En bateau, São Luís se trouve à 2 heures d'Alcântara, une localité établie sur le continent. Alcântara fut jadis la grande rivale de São Luís. Elle semble aujourd'hui assoupie dans le souvenir profond de son ancienne prospérité. La fondation de la ville remonte au début du XVIIe siècle, à l'initiative des riches producteurs de sucre et de coton. Le glas de la cité sonna lorsque la suppression de l'esclavage et la crise sucrière entraînèrent le départ de la population. La végétation tropicale reprit vite ses droits dans un ensemble architectural colonial que les experts classent parmi les plus homogènes du Brésil. Mais Alcântara n'est plus que l'ombre d'elle-même. La population du Sertão, l'arrière-pays du Nord-Est, vit tant bien que mal sur une terre rendue ingrate par les sécheresses à répétition. Dans des conditions de vie précaires, toutes les ressources sont bienvenues. Isso aqui se chama o coco babaçu. É produto do sertão. Ce fruit s'appelle babaçu. Bastante mesmo. C'est le produit d'un palmier typique du Sertão que l'on trouve en nombre très important dans l'état du Maranhão. A gente tira o produto dele, é uns carocinhos assim. Les palmes servent à fabriquer les toits des maisons, Faz o óleo. alors que les noix, elles, fournissent de l'huile qui permet de faire la cuisine. E a borra do coco serve para dar para gado. Les restes de la noix servent de nourriture pour les animaux. Animais, tudo. Isso. E eu vou quebrar para vocês verem como é que é. Malgré les difficultés de l'existence, les habitants du Nord-Est ont conservé le sens de la fête. Dans la région de São Luís, à São José de Ribamar, le carnaval est la meilleure occasion de l'exprimer. Pendant le carnaval, la fête ne déborde jamais dans les lieux voués à la prière et au recueillement. Les limites de la fête au Brésil sont celles imposées par la ferveur de la foi. Autre temps fort du folklore brésilien, la fête Bumba Meu Boi. Elle associe des influences africaines, indiennes et portugaises. Elle met en scène un bœuf volé par une famille affamée et ressuscité par des incantations magiques. C'est une fête majeure pour tout le Nord-Est. Tout le nord du Brésil est traversé par un fleuve hors norme.
On l'appelle Solimois, de la frontière péruvienne à la ville de Manaus, où il devient l'Amazone. Il traverse la plus vaste forêt tropicale du monde. Sur une étendue presque 10 fois plus grande que la France, la forêt amazonienne régénère la moitié de l'oxygène terrestre et abrite à elle seule le 5e des espèces végétales de la planète. Comme une mer intérieure, l'Amazone concentre 20% de l'eau douce mondiale. Ce fleuve mythique résulte de la rencontre de 2 cours d'eau. Le rio Solimois, couleur terre, car lourdement chargé en alluvions, et le rio Negro, aux eaux sombres. La ville de Manaus, baignée par le rio Negro, fut créée par les colons portugais à 1500 km de l'océan Atlantique et à une 50aine de mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Un port international a été aménagé sur les rives du fleuve pour acheminer les principales productions régionales, comme la banane. Le Brésil développe une puissance agricole appréciable. Bien qu'elle soit en légère régression, l'agriculture mobilise 23% de la population active. Elle représente à peu près le quart des exportations. Des docks flottants ont été construits au début du XXe siècle à l'initiative des Anglais pour suivre les variations du niveau de l'eau. Ils sont assaillis par une flottille hétéroclite où les petits pêcheurs se taillent une belle part dans le gâteau de l'activité économique. Il est vrai que Manaus compte aujourd'hui plus de 1 600 000 habitants qu'il faut pouvoir approvisionner. La structure métallique du marché municipal fut dessinée à la fin du XIXe siècle sur le modèle des Halles de Paris et importée d'Europe à une époque où régnait en maître le caoutchouc, dont le Brésil avait le monopole. La folie du caoutchouc est bel et bien révolue. Aujourd'hui, les poissons représentent, à n'en pas douter, une des vraies richesses renouvelables de l'Amazonie. On a dénombré ici plus de 2000 espèces différentes de poissons d'eau douce, alors que l'Europe entière n'en compte que 10 fois moins. Une inépuisable source de protéines. Les pneus en caoutchouc naturel ont fait la fortune de Manaus. En pleine forêt amazonienne, on poussait des flèches néo-gothiques et les pistes de la jungle se sont disciplinées en artères tirées au cordeau. Manaus fut doté de l'électricité juste après Rio. Les nouveaux riches faisaient laver leur linge sale à Paris et noyaient leur mal du pays dans l'eau de Vichy quand le champagne n'y suffisait pas. La magnificence des nantis dans la bourgade amazonienne, ainsi que la propagation des valeurs et des goûts de la culture occidentale, atteignirent un sommet inégalé avec la conception et la réalisation du célèbre opéra néoclassique de Manaus, construit en 1896 sur les plans d'ingénieurs de Lisbonne. La plupart des matériaux nécessaires à cette folie furent importés d'Europe. De nombreux éléments décoratifs sont eux aussi européens. Le plafond, révélant la tour Eiffel vue du dessous, a été peint en France et transporté d'une pièce. Seuls les bois précieux viennent du Brésil, alors qu'un grand nombre de moulures et de sculptures ont été réalisées en Europe. Le rideau ne se déroule pas. Rigide, il monte tout droit, ce qui donne une idée de la hauteur imaginée pour cette salle dominée par la loge royale. Construit en 4 ans, le prétentieux théâtre se trouve à proximité immédiate du palais Rio Negro, érigé pour un magnat allemand du caoutchouc. Non loin de là,
Les favelas vont de guingois sur leur pilotis, menacés par les humeurs du fleuve. Inscrit dans l'environnement du fleuve, le musée des sciences naturelles d'Amazonie décrit un biotope exceptionnel où les poissons paradent, comme l'énorme pirarucu, qui peut atteindre 3 mètres de long et un poids record de 200 kg, d'autant plus apprécié que sa chair est délicieuse. Moins placide, le fameux piranha pâtit d'une réputation un peu exagérée, tout comme certaines araignées qui préfèrent s'enfuir en projetant les poils urticants de leurs pattes. Les insectes se répartissent entre 10 à 15 millions d'espèces et beaucoup de variétés non identifiées entretiennent les mystères de l'Amazonie. Une région dont l'homme est quasiment exclu, car au-delà des plages de Manaus, c'est l'aventure. Emprunter le fleuve, c'est laisser derrière soi la civilisation. Remonter les affluents, c'est pénétrer au cœur de la forêt. Malgré certaines apparences, l'expédition n'est pas toujours de tout repos. En période de crue, il arrive que le bateau doive slalomer entre les sommets des arbres. Les obstacles exigent du pilote une vigilance de tous les instants. Dangereux, c'est vraiment très dangereux. Il faut faire très attention et savoir naviguer, quitte à prendre des chemins détournés. Il faut bien connaître le parcours pour éviter les dangers du fleuve. Un petit jeune sans expérience risque de s'échouer ou de heurter un rocher, mettant ses passagers en péril. Au fur et à mesure de la progression, la forêt s'épaissit tout en rétrécissant les points de passage. La pénombre s'installe rapidement au niveau inférieur de la végétation. La végétation doit s'élever pour aller chercher la lumière. Et puis, surprise, des traces de présence humaine. Hors de portée de l'eau, un lodge permet de séjourner à proximité de la canopée, l'étage supérieur de la forêt tropicale. Dans une zone où la lumière stimule la végétation, l'homme peut circuler à 40 mètres du sol avec la facilité et la décontraction de son cousin, le singe. Devant l'immensité de la forêt amazonienne, on imagine difficilement qu'elle puisse être menacée. Et pourtant, pas loin de 20% de son territoire original ont disparu. Les dangers courus par ce biotope sont bien réels. Ils tiennent dans l'exploitation abusive de la forêt, mais aussi dans la pollution provoquée par le contact avec la civilisation. Pour l'homme blanc, il était impossible de s'orienter à travers un tel labyrinthe végétal sans le concours de ses habitants, les Indiens. Ceux-ci ont longtemps résisté aux envahisseurs. Mais les Indiens d'Amazonie ont été fragilisés parce qu'ils n'ont jamais constitué d'État centralisé. Les germes des maladies véhiculées par les Européens ont fait le reste en décimant la population. Même métissées et vêtues à l'occidental, les populations locales se transmettent la connaissance d'une faune extrêmement riche, où un insecte comme le phasme se fait passer pour une branche, où un oiseau comme le toucan possède un bec presque aussi grand que son corps pour cueillir les fruits à distance, où les serpents se fondent dans le feuillage, et où les haras, ces grands perroquets, incendient les arbres de leurs plumes multicolores. Mais, à cause de leur magnifique plumage, les haras sont devenus la cible des braconniers. Dans les airs, dans l'eau et sur terre,
Chacun lutte avec ses moyens afin d'assurer la survie de son espèce. Le tapir ne peut compter que sur son nez pour y arriver, alors que les singes, par milliers, jouent habilement des quatre mains pour se restaurer et se déplacer. La nuit plonge la forêt sous une chape oppressante. Chaque bruit sourd, chaque mouvement furtif est suspect. L'Indien cherche sa proie. Elle a pour nom Caïman. Action. La lutte est inégale. Au moment où l'on aperçoit le caïman dont les yeux brillent dans le noir, on l'hypnotise grâce à la lumière. C'est la manière la plus facile de l'attraper, car le caïman reste paralysé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Dès que la lumière disparaît, le caïman se sauve facilement. Cette fois, la prise est trop jeune. Rendez-vous à l'âge adulte. Oui, certains jours, le ciel protège l'Amazonie et ses habitants, car dans les nuages, au couchant, veille l'esprit du grand caïman. Le centre-ouest abrite le district de la capitale, Brasilia, à la tête des 26 États du pays. Cette région administrative portait jadis le nom de Mato Grosso, en français, grosse forêt. L'impulsion de Brasilia fut donnée par le président Kubitschek, élu en 1956. Il voulait réaliser une ville futuriste, un symbole pour son ambition. 50 ans de progrès en 5 ans. Le chef d'État accéléra même les choses puisque la cité fut terminée après 4 ans, en 1960. Les institutions démocratiques élurent domicile dans 2 énormes coupes inversées, le Sénat et l'Assemblée nationale. Sans échelle humaine, la ville de Brasilia fut créée de toutes pièces pour soulager la côte surpeuplée, pour venir en aide à l'arrière-pays déshérité et convaincre la nation de sa puissance économique. Les bâtiments doivent leur ligne épurée au grand architecte Oscar Niemeyer, un enfant du pays, qui mettait ainsi en équation la devise nationale, ordre et progrès. Le Corbusier était son maître. Il conçut une ville où la voiture est reine tant les distances sont grandes entre les bâtiments administratifs et les résidences où vivent les fonctionnaires. Ces derniers ont d'ailleurs été tellement réticents à s'installer ici qu'il fallut doubler leur salaire. Cette capitale déshumanisée forme en grandeur nature une sorte de musée de l'architecture moderne. 30 ans après sa création, Brasilia fut d'ailleurs classée dans le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO comme le meilleur exemple du mouvement architectural et urbanistique du XXe siècle. Le mouvement fut-il positif ou négatif pour le mode de vie? Un indice, Brasilia connaît le plus fort taux de divorce de tout le Brésil. Malgré les efforts pour fixer les 2 millions d'habitants, beaucoup ont quitté le centre pour la périphérie. Niemeyer a multiplié les symboles, comme la couronne d'épines pour la cathédrale. Les statues des 4 évangélistes accueillent les fidèles dans un édifice spectaculaire de verre coloré et de béton armé. L'ensemble offre un bel exemple de l'ouverture d'esprit qui animait alors Niemeyer, un communiste convaincu. Il réalisa d'ailleurs le siège du Parti communiste à Paris.
Les nombreuses églises de Brasilia attestent de la ferveur religieuse des Brésiliens. Une foule de nouveaux cultes s'y développe. Exemple, le temple de la bonne volonté. Au sommet d'une pyramide, un gros bloc de cristal brut suscite le déplacement régulier des adeptes réunis depuis 1989 au sein de la Légion de la bonne volonté. L'espace de méditation aménagé au centre du temple doit conduire les adhérents à l'épanouissement personnel par le biais de la solidarité universelle. Tout autour de Brasilia, il existe, paraît-il, différents lieux réputés pour faciliter le contact avec le monde surnaturel, ou encore avec les extraterrestres. Mais le contact n'est pas toujours au rendez-vous. À une 50aine de kilomètres à l'est de Brasilia s'ouvre la vallée de l'Aube. On pratique ici différents rites. Les adeptes se réclament d'une ésotérique doctrine de l'Aube. Nous appartenons à une communauté qui possède des temples partout au Brésil. Nous accueillons tous ceux qui ont besoin de nous. Ici, c'est le siège que l'on appelle aussi Centre-Mère. 150 000 médiums travaillent dans 180 temples à travers tous les États du pays. Nous avons des perspectives d'extension en Europe et aux États-Unis. Oui, les sectes suscitent les vocations par milliers, même si certains choisissent parfois de s'en éloigner. Le prêtre italien Don Bosco avait annoncé au XIXe siècle qu'une nouvelle civilisation verrait le jour ici. Peut-être avait-il raison. Direction ouest. À plus de 1000 km de la capitale fédérale, en mettant le cap vers la frontière bolivienne, surgit la ville de Guyaba. La cité est sortie de terre au XVIIIe siècle, poussée par la fièvre de l'or. Aujourd'hui, elle sert de camp de base propice à la découverte de ce que l'on appelle encore le Mato Grosso. Une sorte de Far West brésilien hérissé de plateaux rocheux, les chapadas, tronçonnés par les chutes d'eau. L'évaporation provoquée par la chaleur extrême, c'est un des endroits les plus chauds du Brésil, entraîne la formation d'énormes masses nuageuses qui libèrent des averses brutales sur une terre avide d'eau. Le sol en cuvette creusé par l'érosion et les chutes de pluie torrentielles ont favorisé la création d'un espace humide accessible par une seule route, la Transpatanera. Vaste comme la moitié de la France, le Pantanal s'étend sur les restes d'une mer intérieure et abrite une faune beaucoup plus visible qu'en Amazonie parce que la végétation y est moins dense. Le Pantanal n'est pas un marais au sens propre. C'est une plaine alluviale, inondée 6 mois par an et difficile d'accès. De nombreux échassiers ont trouvé refuge sur cette terre, en partie inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis l'an 2000. Le Pantanal est aussi appelé Terra de Ninguém, terre de personnes. On y rencontre pourtant des fazendas, d'immenses exploitations agricoles fondées notamment par des immigrés européens, des Allemands par exemple. Les distances considérables, les sols instables et l'omniprésence de l'eau ne simplifient pas les conditions de vie. L'élevage pose quelques difficultés, notamment en raison de certains voisins encombrants. Les malheureux poulets sont fréquemment les innocentes victimes de l'anaconda,
un serpent non venimeux qui tue ses proies par étouffement avant de les engloutir en une bouchée. L'anaconda déplace sa longueur avec la même facilité sur terre que dans l'eau. Le Pantanal forme un écosystème très riche où la plupart des espèces animales sont représentées, du mammifère herbivore comme le buffle, au plus gros rongeur de la création, le capybara, exclusivement végétarien. Les prédateurs assurent la continuité de la chaîne alimentaire. Il faut avoir l'œil, et le bon. Concentré de vie sauvage, le Pantanal est unique en Amérique du Sud. La région sud ne rassemble que 3 États, mais elle représente un pôle de développement favorisé par la proximité avec les pays voisins. Au confluent des rios Paraná et Iguaçu se rejoignent 3 pays membres du Mercosur, un accord de libre-échange sud-américain. Les territoires sont délimités par 3 bornes aux couleurs de l'Argentine, du Paraguay et du Brésil. Un pont relie la ville brésilienne de Foz do Iguaçu à l'Argentine Puerto Iguaçu. Quant à la ville paraguayenne de Ciudad del Este, c'est un autre pont, le pont de l'amitié, qui y mène. La brésilienne Foz de Iguaçu organise les échanges avec l'Argentine et les relations entre les 3 pays contigus. « 20 km avant sa rencontre avec le Paraná, l'Iguaçu s'agite de remous tumultueux avant de se précipiter dans le vide. Les chutes de l'Iguaçu figurent parmi les plus spectaculaires des cataractes, avec celles du Niagara et celles du Zambèze. À 80 mètres de hauteur, le fleuve se jette dans une énorme faille géologique en empruntant de multiples parcours. On a recensé près de 300 passages différents. L'eau y est littéralement vaporisée avant de devenir le jeu de la lumière. Au contraire des chutes du Zambèze et du Niagara, les chutes de l'Iguaçu s'étirent sur un front très large, près de 3 km, déroulé au milieu de la forêt tropicale. Dans le dialecte des Indiens Guarani, le mot Iguaçu signifie d'ailleurs « eau grande ». Malgré son accès difficile, le site a été découvert dès le milieu du XVIe siècle par les Espagnols. En aval des chutes, l'Iguaçu se jette dans le Paraná. Barrant le fleuve avec un mur de béton de près de 200 mètres de hauteur, le barrage d'Itaipu a battu de nombreux records. Itaipu Binacional exploite le plus grand barrage du monde. Celui-ci est le fruit d'un contrat conçu pour exploiter le fleuve Paraná, qui a été signé en 1973 entre les responsables du Brésil et du Paraguay. La construction a duré près de 17 ans et la centrale hydroélectrique est opérationnelle depuis 1984. Sa puissance est de 12 600 000 kW, ce qui représente le plus important potentiel du monde. Ceci autorise une production électrique pour chacune des 18 unités de 700 000 kW, encore une fois la plus importante du globe. Itaipu Binacional est responsable de 25% de l'électricité produite et consommée au Brésil. La production d'électricité est pourtant menacée, malgré le potentiel de ce barrage, par la diminution des chutes de pluie et des réserves d'eau.
Les 4 États qui composent le Sud-Est ne couvrent que 10% de la superficie nationale, mais rassemblent plus de 40% de la population du pays. Celle-ci occupe de gigantesques ensembles urbains comme São Paulo, la plus grande ville d'Amérique latine. São Paulo est dans le peloton de tête du classement des plus grandes villes du monde par le nombre d'habitants. « 20 millions d'habitants environ peuplent cette mégalopole où les voitures ne peuvent circuler qu'1 jour sur 2 en hiver à cause d'une pollution qui plombe l'atmosphère. La moitié de l'activité industrielle brésilienne domine une ville où les reflets du passé, livrés à la spéculation immobilière, se font de plus en plus rares. Même dans les quartiers historiques, on peine à imaginer que São Paulo n'était qu'un petit village au début du XVIIe siècle. Le Mémorial de l'Amérique latine doit ses lignes et ses volumes à l'architecte Niemeyer. Le grand unificateur du continent, le général Bolivar, occupe ici une place de choix. Dans le parc Ibirapuera, également dessiné par Niemeyer, d'autres gloires locales sont évoquées. Celle des pionniers de la ville et aussi celle du pilote de Formule 1, Ayrton Senna, l'un des plus célèbres paulistas, les habitants de São Paulo. Devant la cathédrale d'Acé, terminée au milieu du XXe siècle, se réunissent de nombreux camelots pour vendre leurs remèdes à base de plantes. Tisanes ou onguents, leurs propriétés sont extrêmement variées. Ceci est de la pâte de vache. C'est un nom bizarre, non? Car ce n'est pas vraiment de la pâte de vache. Elle est utilisée contre le diabète et elle a aussi des propriétés diurétiques et soigne toutes les maladies de ventre et de l'estomac. Des personnages hauts en couleur distillent leurs connaissances souvent très confidentielles. Au croisement de multiples cultures, São Paulo a changé de visage grâce aux vagues d'immigration successives. Toutes les crises mondiales des 2 derniers siècles ont été ressenties ici sous la forme d'importants mouvements démographiques. Dans le quartier bien nommé de Liberdade, liberté en portugais, l'Extrême-Orient a trouvé refuge. Le terme générique, japonaise, désigne toutes ces populations car São Paulo abrite la plus forte communauté japonaise en dehors du Japon. Un bel exemple d'intégration dans cette ville fondée par des chasseurs d'Indiens et des marchands d'esclaves. Les infrastructures se développent dans un pays où la densité de population reste très faible. Le Brésil est un des premiers pays producteurs d'énergie hydraulique. Hélas, tout le monde n'en bénéficie pas. Le Brésil compte parmi les 10 plus grandes puissances économiques mondiales et ses réserves pétrolières y contribuent. Le PIB par habitant a presque doublé en 20 ans. Premier producteur au monde de café et d'oranges, le secteur agricole possède un potentiel à la mesure de l'immensité du territoire, du gigantisme de l'Amazone, de la force du climat. Quelques-uns des principaux atouts du Brésil résident dans la flore et la faune d'une forêt vitale, elle aussi démesurée, comme la ligne côtière, la plus longue du monde. Mais si le Brésil ouvre bien grand son panorama vers l'avenir, c'est surtout grâce à une population multiraciale et pluriculturelle dont la majorité a moins de 30 ans. La fusion des composantes du Brésil s'opère à l'époque du carnaval. Les rythmes africains et les costumes indiens tourbillonnent alors dans une invraisemblable débauche de couleurs et de sons. Sur les chars monumentaux, on fête à tour de rôle la naissance d'un monde nouveau et le renouvellement des saisons.
Mais on célèbre aussi la victoire contre les monstres, qui incarnent toutes les angoisses, toutes les privations. La foule se libère. Dans leur danse de séduction, les élèves des écoles de samba rivalisent en couleurs et en plumes avec les oiseaux de la forêt tropicale. Le carnaval, c'est un pays, un peuple tout entier qui véritablement explose. Le Brésil se débarrasse de ses entraves pour offrir un fabuleux spectacle rythmé par la salsa, la samba et les cariocas.